Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le vendredi 29 avril 2022. Je continue ma lecture et mes réflexions sur le livre de Will Durant qui a écrit Will Durant, Vie et doctrine des philosophes, et dans la partie qu'il consacre à Platon. Je suis arrivé au chapitre 9, la solution morale. Donc, c'était un petit peu les chapitres, les vidéos précédentes traitaient de la façon dont pensait Platon à propos de l'éducation et de la constitution des leaders, des, des, des dirigeants, en somme. Et les problèmes que la démocratie rencontrait, les différences entre la démocratie, l'oligarchie, l'aristocratie. Voilà. Et pour Platon, à mon sens, le plus intéressant, c'était une aristocratie démocratique. Hein. Euh, voilà, c'était pas une aristocratie de sang, mais une aristocratie démocratique. Les meilleurs montaient, voilà, mais en fait, c'est ce que devrait être réellement une démocratie. Alors moi, je découvre en même temps que je lis les textes et je commente, voilà, je délire un petit peu à partir de là, par rapport à la philosophie que je développe, par rapport à la théorie que je développe sur la mécanique universelle. .net, le site mécaniqueuniverselle.net, et selon laquelle l'humanité serait destinée à atteindre son ultime perfection. Sa perfection, voilà, on est toujours parfait au présent. L'humanité, dans son évolution, est toujours parfaite au présent parce qu'elle ne peut pas être autre chose que ce qu'elle est. Voilà, c'est comme un adolescent, il ne peut pas être un adulte, un enfant ne peut pas être un, un adolescent, et un enfant, il est toujours parfait au moment où il est à l'instant T, il ne peut pas être autre chose. Donc il est parfait tout en étant perfectible. Voilà, c'est la théorie. Et l'humanité se dirige progressivement vers un état de perfection indépassable. Voilà, un état de perfection ultime où l'ensemble humain aura atteint une sorte de sérénité, de paix, d'universalité. Voilà, il y aura plus, l'homme ne sera plus un loup pour l'homme, et on aura euh, organisé la vie sur Terre de façon parfaitement écologique, parfaitement sociale, parfaitement euh, et structurellement parfaite. Voilà. Et l'homme vivra dans cette, dans cette sorte de paradis terrestre, on pourrait dire. Et on vise à atteindre cela pour atteindre le bonheur absolu qui est l'extase, en fait. Et l'extase, c'est la réunion avec le divin. C'est dans cet état subliminal, cet état particulier que la plupart des religions ont entrevu, et quelques éclaireurs de ces religions ont expérimenté dans le soufisme, dans la béatitude chez les chrétiens ou chez les voilà dans le judaïsme. Ça s'appelle la Devekut, je crois, pour le judaïsme, le nirvana ou voilà cet état de moksha. Je ne connais pas très bien les termes, mais enfin toutes les religions ont des ont cet état d'absolu, cet état de fusion avec le divin, cet état où l'homme a dépassé, a anéanti son ego, a vaincu euh,
en fait, dans cet état-là, on parvient à vaincre la mort. Au moins, la peur qu'elle engendre en nous. Et en fait, la mort n'existe que par la peur qu'elle engendre en nous. Si on enlève la peur, ça serait un événement comme n'importe quel autre événement, s'il n'y avait plus la peur qui lui était attachée. Et dans l'état d'extase, il n'y a plus cette peur. Donc c'est pour ça aussi que l'humanité intuitivement cherche à atteindre cet état-là. Voilà. Et ça, je l'explique bien sur la mécanique universelle. Il y a tous ces chapitres-là. Il y a un chapitre consacré à la mort, etc. Et j'explique toute la mécanique de l'évolution vers cet état de perfection. Donc, je commence ma lecture. Allons-y. La solution morale. Voici close maintenant notre digression sur la politique. Et nous sommes enfin en mesure de répondre à la question posée au début. Qu'est-ce que la justice? Il n'y a que 3 choses en ce monde qui aient du prix. La justice, la beauté et la vérité. Et peut-être ne peut-on définir aucune d'elles. 400 ans après Platon, un procurateur romain de Judée, désabusé, demandait « Qu'est-ce que la vérité ?» Et les philosophes n'ont pas encore répondu. Ils ne nous ont pas encore dit non plus ce qu'est la beauté. Pour ce qui est de la justice, Platon risque une définition. La justice, dit-il, consiste à posséder et à faire ce qui vous est propre. Ah, tiens, ça demande une réflexion. Alors, qu'est-ce que la vérité? Eh bien, j'essaye d'en parler justement sur la mécanique universelle. Je vous renvoie à cela. Et la vérité, à mon sens, le seul moment où on atteint, où l'homme peut atteindre la vérité absolue, et non pas changeante, c'est dans l'extase. C'est la sensation, parce que c'est pas par la théorie, par la réflexion, par l'analyse qu'on atteint la vérité, mais par la sensation. La sensation de l'extase engendre en l'homme un état de vérité. Il comprend intuitivement, organiquement, physiologiquement, corporellement, ce qu'est la vérité. C'est un état d'amour absolu, en réalité. Hein. Voilà, pour moi, il n'y a que dans cet état subliminal qu'on atteint la vérité absolue. Après, des vérités, il y en a des relatives. Voilà, on peut dire que 1 plus 1 font 2, c'est une vérité, etc. Mais ce sont des vérités relatives. Elles nous servent, à nous, êtres humains, pour nous développer, pour évoluer. Mais voilà, 1 plus 1, ça ne concerne pas l'arbre, la feuille, la fourmi, etc. Voilà. Ce que je suis un homme avec tel nom, etc. Ce sont des vérités, mais qui sont subjectives en somme. Que l'homme a créé pour qu'il a découvert peut-être, mais qui lui servent avant tout à faire évoluer son espèce. Je continue. Cette définition est plutôt décevante. Après tant de délais, nous attendions une révélation infaillible. Or, que signifie cette définition? Simplement que chacun recevra l'équivalent de ce qu'il produit et remplira la fonction à laquelle il est le plus apte. Donc c'est ça la justice. Et c'est très bien vu. Dans la mesure, parce que ça serait l'équité en somme, une sorte d'équité. Pas d'égalité, mais d'équité. Ça serait parfait, l'équité serait l'organisation la plus juste si ce qui
décider de ce qui est équitable était l'ensemble du peuple, et non pas un petit groupe de dominants qui décident que c'est équitable, qu'un tel vaille tel prix pour son travail, qu'un autre vaille tel prix. Et on se rend bien compte, quand on voit le monde tel qu'il est, surtout aujourd'hui, depuis quelques décennies, où les inégalités se sont creusées de façon scandaleuse, et où on vit un état d'injustice assez incroyable, on se rend bien compte que seules quelques personnes décident de ce qui est équitable. C'est eux, par exemple, c'est plus ou moins les millionnaires, les milliardaires qui décident de leur rémunération. Et ils décident de la rémunération aussi, ou tout au moins, ils organisent la vie pour que les rémunérations des ouvriers soient à un niveau de survie, alors que c'est totalement injuste. Donc, l'équité serait valable, ça serait parfait si elle était juste. Mais elle ne l'est pas. Un homme juste est celui qui est exactement à sa place. Par contre, ça, oui, c'est tout à fait bien. Et même, je pense que Platon pensait comme ça, à ce niveau-là. Mais un homme juste, c'est quelqu'un qui est à sa place. C'est-à-dire, il n'usurpe pas sa place. Il acquiert pas telle place par népotisme, par copinage, etc. Il arrive à une place, à sa place, parce qu'il en a les compétences, parce que dans la compétition pour arriver à cette place-là, ça a été le meilleur, c'était le plus apte, etc. Alors là, c'est parfait. Là, il est dans une démocratie comme celle-ci, une société comme celle-là serait totalement juste. Et on voit bien que cette justice-là, elle est très difficile à mettre en place. Mais elle est difficile dans l'élite qui peut donner les meilleures places à leurs connaissances, à leurs enfants, etc., etc. Mais c'est la même chose dans le peuple. Celui qui peut agir ainsi le fait malheureusement parce qu'on n'a pas une vision suffisamment citoyenne des choses. On a une vision clanique, encore, on fonctionne sous cette forme-là. Et je pense que Platon, justement, dans ce qu'il proposait pour une nouvelle éducation, comme éducation pour les Athéniens, pour le peuple grec, visait à rendre plus citoyens les êtres humains, à les sortir de l'esprit de clan pour leur donner un véritable goût de leur nation, etc. Alors après, on est toujours à cheval sur un fil, parce qu'on peut tomber dans un nationalisme injuste, un nationalisme raciste, etc. Bon, on sait très bien que ça peut être à double tranchant. Il faut vraiment une morale, une éthique démocratique, une éthique d'esprit national. Voilà. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense. Faisant de son mieux et donnant le plein équivalent de ce qu'il reçoit. Donc il est un homme juste et celui qui est exactement à sa place, faisant de son mieux et donnant le plein équivalent de ce qu'il reçoit. Une société composée d'hommes justes serait donc un groupe éminemment harmonieux et actif. Et donc oui,
faisant de son mieux et donnant le plein équivalent de ce qu'il reçoit. Et c'est pas, si c'était le cas, euh, les gens qui travaillent pour le SMIC, si on analysait vraiment ce qu'ils rapportent à leur société, à leur patron, eh bien, peut-être que on, on trouverait injuste ce qu'ils touchent. On trouverait qu'ils ne touchent pas assez par rapport à ce qu'ils rapportent à leur patron. D'où les propositions que font les hommes politiques, parce qu'ils sont conscients de ça, sauf qu'ils ils y vont au forceps, ça leur arrache le cœur de donner cela, le patronat. Et donc, les hommes politiques euh, qu'ils contribuent à mettre en place. Ils, ils refusent un petit peu ça. C'est l'intéressement au travail, l'intéressement à l'entreprise, etc. Ça devrait effectivement être quelque chose d'obligatoire. Et donc Platon a tout à fait raison dans ce sens-là. Car chacun de ces éléments serait à sa place et remplirait sa fonction propre comme les parties d'un excellent orchestre. Et oui, c'est ça l'harmonie d'une société. La justice dans une société ressemblerait à cette harmonie incroyable. Voilà. Des rapports qui maintiennent toutes les planètes dans leur mouvement ordonné, ou comme aurait dit Pythagore, dans un mouvement musical. Ainsi organisée, une société est faite pour survivre, et la justice reçoit une sorte de sanction darwinienne. Quand les hommes ne sont pas à leur place naturelle, quand l'homme d'affaires a servi l'homme d'État, eh ben, ça c'est vraiment incroyable parce que c'est tout à fait ce qu'on vit. L'oligarchie frelate justement cette chose-là. C'est incroyable à quel point les hommes politiques devraient, à défaut d'écouter mes vidéos qui sont assez indigestes à entendre, j'en conviens, mais devraient au moins relire Platon et comprendre ce qu'il voulait dire. Quand le soldat usurpe la place du roi, alors la coordination des partis est détruite. Les joints sautent, la société se désagrège et se dissout. La justice est une coordination efficace. Chez l'individu également, la justice est la coordination efficace, le fonctionnement harmonieux des facultés, chacune à sa place et contribuant pour sa part à la conduite morale, pour l'individu comme pour la société en somme. Chaque individu est un cosmos ou un chaos de désirs, d'émotions et d'idées. Que ces éléments soient d'accord et l'individu subsiste et réussit, qu'ils s'évadent de leur place et de leur fonction, que l'émotion cherche à devenir la lumière aussi bien que la chaleur de l'action, comme chez le fanatique, ou que la pensée tende à se faire la chaleur de l'action aussi bien que sa lumière, comme chez l'intellectuel, et la désagrégation de la personnalité commence. L'échec survient, telle l'inévitable nuit. La justice est taxis kai cosmos, ordre et beauté, des parties de l'âme. Elle est à l'âme ce que la santé est au corps. Tout mal est désharmonie entre l'homme et la nature, entre l'homme et ses semblables, entre l'homme et lui-même. C'est ça le mal, tout à fait. Et c'est clair que on devrait pouvoir atteindre au niveau de la société humaine, de l'humanité tout entière, et c'est ce qu'on atteindra, je pense, cette harmonie qu'on retrouve dans la nature. Une harmonie où tout est à sa place, où chaque être humain est à sa place, ne la conteste pas, se retrouve là. Une harmonie comme dans la nature, sauf que il n'y aura plus les combats pour atteindre sa place. Ça ne sera pas comme dans la nature par
la confrontation, par la violence, par le combat, que le primate humain quand la société humaine sera aboutie, ce ne sera pas par le combat qu'il occupera cette place, mais par l'harmonie, parce que la société aura compris que pour une meilleure efficacité, c'est comme ça qu'on doit vivre. Et je pense que l'humanité a toutes les aptitudes pour arriver à enlever le mal, en fait, la disharmonie, pour écarter le mal de ce qu'on appelle le mal, et qui est en fait un des ouvriers du bien. Euh, avec le bien travaille au bien, le mal travaille au bien aussi, également. Voilà. C'est donc le mal est destiné à être vaincu, dépassé. Je continue. Ainsi Platon répond à Thrasymachus et à Calliclès et à tous les Nietzschéens en termes définitifs. La justice n'est pas seulement la force, mais la force de l'harmonie. C'est là où c'est plus puissant. Et je remercie Will Durant de son analyse, en fait, qui me permet de comprendre Platon bien mieux que je ne pourrais le faire tout seul. Et c'est la force de ces passeurs de philosophie ou de science pour d'autres, etc. De ces êtres humains qui, en toute humilité, ont transmis à l'humanité le savoir des autres. C'est incroyable. Il faut beaucoup d'amour pour faire cette chose-là. Et donc, oui, Platon est au-dessus de Nietzsche. Nietzsche, c'est un génie, Nietzsche, mais les épines qu'il avait dans le pied et qu'il n'a pas enlevées l'ont poussé en fait à être en réaction contre le système et donc à ne pas comprendre pourquoi le système était tel quel. Il a compris que l'humanité évoluait vers le saint, vers le religieux, vers le spirituel, et il trouvait ça horrible en fait, comme si c'était la mort qui attendait. Alors peut-être que c'est la mort au fond, que l'harmonie absolue, s'il n'y a plus de conflit, plus rien, peut-être que l'humanité, eh ben voilà, hein, si elle aura atteint son but, et peut-être que c'est simplement ça, le but de l'humanité, atteindre cet état d'extase, cet état de perfection entièrement. Alors peut-être que c'est une fois atteint, c'est la mort, et peut-être, alors comme un principe humain, comme la vie, c'est-à-dire une naissance chez les primates, une évolution, une enfance au tout début de l'humanité, euh, voilà, un stade de bébé, un stade d'enfant, un stade d'adolescent, un stade adulte dans lequel on commence à rentrer, on rentre à peine là, on commence à prendre conscience, un stade de vieillesse, de sagesse, et un stade donc qui nous prépare à la mort, et une mort en toute sérénité, en douceur, etc. Peut-être c'est cela, mais peut-être comme on connaît un minimum de, euh, de ce qui est inapparent. Le monde inapparent ne nous est pas accessible, et pourtant on peut imaginer qu'il existe ce monde inapparent, que derrière cet univers se passe quelque chose, que cet univers, il n'est pas que notre regard sur cet univers est
matérialiste et très en dessous de ce qu'il du mystère et et des choses extraordinaires qu'il peut faire. Voilà, on pense par exemple maintenant que il peut y avoir différents univers, que par exemple dans la théorie des cordes, telle vibration donnerait un autre univers que celui-ci, etc. Alors qui dit que atteindre l'état d'extase pour une humanité tout entière n'ouvre pas quelque chose de grandiose, ne fait pas passer l'humanité dans un stade complètement différent. Rien ne prouve que euh, atteindre un état d'extase eh ben, ne confirmerait pas les idées, par exemple, que les religions et les monothéismes ont amené avec ben, voilà, le, le Dieu qui vient se, se poser sur terre, qui vient quand voilà le royaume de Dieu s'impose sur terre, le royaume de l'amour donc s'impose sur terre avec l'apparition du divin, la fusion avec le divin. Qui dit que ça serait pas comme ça? C'est évidemment c'est très voilà c'est artistique, c'est de la création, c'est de l'imagination pure. Mais le matérialisme est de l'imagination pure aussi. De penser que la, la seule chose qui existe, c'est ce qu'on voit. De penser que le monde, il est juste tel qu'on le voit et que rien d'autre, que rien ne l'a créé, etc. Par exemple. C'est pareil. Donc je continue. Euh, les hommes et leurs désirs réalisant ces ordres, cet ordre qui fait l'accord et l'organisation, la justice, n'est pas le droit du plus fort, mais l'harmonie efficace du tout. Et oui, Nietzsche avait raison si on regarde le monde tel qu'il est, mais si on regarde le monde vers où il va, et d'ailleurs tous les grands philosophes sont des téléologues, sont des visionnaires, regardent, cherchent à savoir où va l'humanité. Nietzsche, il voit l'humanité telle qu'elle est, il la décrit, comme Freud décrit l'homme tel qu'il est, pas comme il va devenir. Chacun a son rôle. Donc c'est un philosophe, ce sont des philosophes de l'actuel, de l'immédiat, du moment présent, du présent. Et ils ont un rôle très important. Mais une des grandes branches de la philosophie est téléologique, réfléchit sur la finalité de l'humanité, la fin de l'humanité. Que va devenir l'homme? Vers quoi il se dirige? Alors, l'homme ne sera pas tout ça, l'humanité ne sera pas toujours le droit du plus fort. Non, voilà, à mon sens, c'est une erreur de penser ça. Il est vrai que l'individu qui sort de la place à laquelle sa nature et ses talents le destinent peut, pour un temps, y trouver avantage et profit, mais une némésis inexorable le poursuit. Comme disait Anaxagore, des furies pourchassant toute planète qui s'écarterait de son orbite. Le terrible bâton de la nature remet dans sa partie l'instrument réfractaire, le ramène à son diapason et à son ton naturel. Le lieutenant corse peut essayer d'exercer, et à son tour, et à son ton naturel. Mais qu'est-ce que c'est ça? Le ramène à son diapason. Le lieutenant corse peut essayer d'exercer sur l'Europe un despotisme cérémonieux qui eût mieux convenu à une monarchie antique qu'à une dynastie née dans une nuit, mais il finit prisonnier sur un rocher perdu, dans la mer forcée de reconnaître avec désespoir qu'il est l'esclave de la nature des choses. L'injustice a une fin. Et là, c'est là où
Will Durant, j'ai lu pratiquement tout ce livre. Il commente donc Platon, il commente Aristote, il commente Spinoza, il commente Hegel, il commente Nietzsche, il commente etc. Et j'ai fait d'autres vidéos d'ailleurs sur tous ces philosophes-là. Et il a une vision complètement ouverte de ces philosophes, peut-être même plus ouverte que ces philosophes eux-mêmes. Il a une vision téléologique, Will Durant. Et c'est incroyable. Et c'est pour ça qu'il a écrit, une de ses œuvres, c'est l'histoire de la connaissance, quoi, l'histoire de l'humanité. Il a essayé de il y a 30 ouvrages qu'il a écrit, je crois, avec sa femme, justement, sur sur toutes les inventions, sur toutes les civilisations. Et donc, c'est bien pour mettre à disposition de l'humanité, voilà tout ce que nous avons fait. Nous sommes partis de là, nous sommes là. Maintenant, réfléchissez à où nous allons. Et voilà. Et donc, le travail de la mécanique universelle, intuitivement, cherche à démontrer où nous allons. J'avais pas besoin de sa saga, ces 50 ouvrages, de lire ces 50 ouvrages, j'en étais pas capable. Et il suffisait d'avoir Wikipédia, d'avoir la télévision pour voir pour que ça mette en œuvre toute mon intuition et que voilà, je suis à un moment où les médias ont vulgarisé l'idée que nous étions des primates, que nous sommes descendus des primates naturels et que progressivement nous sommes devenus des hommes, etc. Toute, toutes ces émissions extraordinaires ont dû marquer toute ma réflexion et donc me pousser à comprendre que on est parti, il y a eu une naissance de l'humanité, nous sommes à ce point-là et il suffit de tracer une droite pour savoir où nous allons. Et donc voilà, c'est ce qui s'est imposé dans ma créativité. Donc je continue. Il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien d'extraordinairement neuf dans cette conception, et en vérité nous ferons bien de tenir pour suspecte en philosophie toute doctrine qui se pare de nouveauté. La vérité change souvent de vêtements, comme toute grande dame qui se respecte. Mais sous ces vêtements nouveaux, elle reste toujours la même. Sauf que le corps vieillit, c'est moi qui le rajoute. En morale, il ne faut pas attendre de surprenantes innovations. Malgré les intéressantes hardiesses des sophistes et des Nietzschéens, toutes les conceptions morales évoluent autour du bien commun. Il a absolument raison, et c'est vrai, mais quelque chose d'autre évolue. C'est vrai que la base, elle était déjà présente chez les Grecs, et sans doute bien avant les Grecs, mais des petites choses bougent, et c'est ce qui fait que nous sommes plus loin que les Grecs. Et dans 200, 300 ans, les humains seront plus loin que ce que nous sommes aujourd'hui. La moralité commence par l'association interdépendance, par l'association, l'interdépendance et l'organisation. La vie en société requiert le sacrifice d'une partie de la souveraineté individuelle à l'ordre social et finalement la règle de conduite. C'est ce qu'on a perdu un petit peu depuis le néolibéralisme. La règle de conduite est dans le bien-être du groupe. On ne l'a pas perdu, on ne l'éduque pas. C'est tout, on l'éduque mal. Parce que tout être humain, les hommes l'ont chevillé au corps, cette valeur
qu'il faut abandonner son désir de souveraineté pour la souveraineté de l'ensemble d'abord dans lequel nous vivons, notre communauté, notre village, notre quartier, etc., puis notre département, puis notre pays, et encore plus loin, l'humanité. Voilà, l'homme, il le sait intuitivement que cela. Mais si on ne lui donne pas les moyens d'être un bon citoyen et un bon citoyen du monde, voilà, ça n'est pas sa faute. Là, c'est un problème de dominant. Là, c'est un problème d'oubli. Les hommes politiques ne font plus leur travail depuis 40 ans. La nature le veut ainsi, et son jugement est toujours décisif. Un groupe, en rivalité ou en conflit avec un autre, subsiste suivant son degré d'unité et de puissance, suivant la capacité qu'ont ses membres de coopérer à des fins communes. Et bien voilà, on est dans un état de guerre. On va voir si il y a vraiment un fond moral, une cohésion puissante et ancienne et traditionnelle chez les Russes et chez les Ukrainiens et chez l'Occident. On va voir ce qui unit. Si c'est un effet de meute, c'est pas ça. Le système de meute, il est bon parce que c'est l'instinct qui organise, qui est là et qui organise la cohésion, qui fait la cohésion. Mais ce n'est pas l'âme. Et donc, à la moindre défaite, chacun s'en va de son côté et reproche à l'autre, etc. Donc, il y a quand même... On verra. Voilà, c'est à la sortie de cette guerre, si Dieu le veut, puisque s'il ne le veut pas, elle sera dramatiquement explosive, elle sera nucléaire et mondiale, et donc ne laissera plus l'espace à l'être humain de continuer. Mais voilà, à mon sens, Dieu, il y a du sens. S'il nous a amenés jusqu'à là, c'est qu'on doit continuer et on a une œuvre à accomplir pour lui aussi. Or, et d'ailleurs pour lui essentiellement, or, quelle meilleure coopération que celle d'une société où chacun joue le rôle auquel il est le plus apte. C'est là le but d'organisation que toute société doit chercher à atteindre si elle veut vivre. La moralité, a dit Jésus, c'est la bonté envers les faibles. La moralité, a dit Nietzsche, c'est la puissance du fort. La moralité, dit Platon, c'est l'harmonie active du tout. Il est probable que ces doctrines doivent être toutes trois combinées pour former une éthique parfaite. Voilà, je le découvre en même temps que vous, là, c'est ce qu'il écrit. C'est génial. C'est exactement ça. Bien sûr que c'est ça. Je suis en harmonie totale avec son âme, à ce Will Durand. Voilà, je comprends son âme. Et il est né il y a exactement 100 ans. Enfin, il écrivait ça il y a 100 ans, en 1920. Et on est en 2020. Donc il y a 100 ans, tout juste. Et je suis 100% d'accord avec cette façon de penser. Et il était dans les années 20, devant la catastrophe, comme nous sommes devant une catastrophe. Les dictatures arrivaient, la corruption était à bloc dans les démocraties, appelant les dictatures, appelant le pire, quoi, d'une certaine manière, parce que le problème de la corruption, c'est qu'elle est incapable de lâcher prise. C'est voilà, les voraces qui ont la main dans le panier, qui ont accumulé des richesses, ils ne peuvent pas s'enlever ils ne peuvent pas abandonner cette chose-là. C'est comme, voilà, en Afrique, ils ont un système pour attraper certains singes. Ils creusent un trou où il peut juste passer sa main ouverte et ils mettent au fond une cacahuète.
et le singe va, il attrape la cacahuète, donc il ferme son poing et il ne peut plus sortir. Et il reste coincé parce qu'il n'a pas l'idée de lâcher prise, de lâcher sa proie. Et l'Occident n'a pas cette aptitude à lâcher sa proie. Donc il va jusqu'au pire, quoi. Il ne peut pas s'arrêter avant le pire, en fait. Et, euh, et, et malheureusement, c'est comme ça. Pour l'instant, c'est l'inconscience qui entraîne les choses. Et donc, oui, pour, pour, nous, pour sortir de la meilleure manière de ce conflit, de cette guerre, il faudrait que l'Occident lâche prise le premier, à mon sens. Mais il veut faire plier, il veut anéantir, il veut, etc. Voilà, c'est son défaut. Alors, ça peut fonctionner et ça peut ne pas fonctionner. On verra où en est l'humanité. Si le système impérialiste doit disparaître, ça ne marchera pas, ce que veut imposer l'Occident. S'il doit perdurer, peut-être que c'est l'Occident qui vaincra et la Russie qui devra refluer. Voilà. On ne le, pour l'instant, on ne sait pas. Idéalement, bien sûr, ça serait une paix, ça serait la paix, ça serait la capacité que l'Occident puisse dire bon, c'est bon, on va partager le leadership, ok, on va éviter le pire, et on sait que vous voulez partager ce leadership, mais bon, on a peur de se faire dévorer, c'est ce qui nous a empêché de partager ce leadership, mais on va avancer et on est d'accord avec voilà, les autres grandes puissances émergentes. On arrête les stupidités et on travaille ensemble à l'humanité. Voilà. Pour former une éthique parfaite. Mais pouvons-nous douter quel est de ces éléments le plus fondamental? Point d'interrogation. Et bien voilà, je suis arrivé à la fin de ce chapitre. Le chapitre qui vient après, c'est la fin, c'est la critique par rapport à chaque philosophe que Will Durant a étudié, Francis Bacon, Spinoza, Voltaire, Emmanuel Kant, Schopenhauer, etc. Je les ai fait, ceux-là. Herbert Spencer. À la fin, à chaque fois, il met son commentaire, la critique, sa critique. Et elle est toujours intéressante. Ça sera les prochains chapitres. Voilà. Les prochaines vidéos seront sur ce chapitre 10. Voilà. Je suis désolé, à chaque fois je pars avec des bonnes intentions de parler calmement, de lire de façon agréable, et puis ma nature prend le dessus et je ne la gouverne que très peu. Et donc j'oublie. Et voilà, en fait, je suis pas assez attentif aux auditeurs possibles. Voilà, en fait. Je suis désolé. Merci de votre écoute et puis à